Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très concret et de plus en plus fréquent, la revente sur plan. Autrement dit, la cession d'un contrat de VFA avant la livraison du logement. Pourquoi est-ce important? Parce que la vie change, mutation professionnelle, projet familial qui évolue, situation financière qui bouge. Et l'acquéreur initial peut vouloir transmettre son contrat à un nouvel acheteur. Cette opération est possible, encadrée, et surtout exige une vraie rigueur. Posons calmement le cadre, puis avançons pas à pas. Commençons par l'idée clé. En VFA, l'acte authentique signé chez le notaire fait de l'acquéreur le propriétaire du sol et, par accession, des parties construites au fur et à mesure. Le logement n'est pas encore livré, mais un droit réel existe déjà. Entre la signature et la livraison, cet acquéreur peut décider de céder son contrat, et non pas un immeuble achevé. Voilà la nuance essentielle, on transmet une position contractuelle avec ses droits et ses obligations. C'est ce qui distingue la cession de contrat de la revente classique d'un bien existant. Avançons sur le terrain juridique, tout en restant simple. La cession doit être reçue par notaire. Ce n'est pas une formalité cosmétique, c'est une exigence de validité. L'acte authentique constate la substitution d'acquéreur, met à jour les mentions financières, et s'assure que toutes les obligations sont bien transférées. Un point capital suit immédiatement, le promoteur doit être informé et donner son accord. Pourquoi? Parce que la cession n'est pas neutre pour lui, elle modifie l'identité de son cocontractant, et donc la gestion des appels de fonds, des garanties, du financement. Dans la pratique, cet accord est souvent prévu au contrat initial ou est sollicité par notification formelle, avec production des pièces du cessionnaire. Reste une exigence cardinale, la cession doit porter sur l'ensemble des droits et des obligations rattachés au contrat. Autrement dit, il n'est pas possible de choisir uniquement certaines clauses. Le nouvel acquéreur reprend le reliquat de prix, les clauses pénales, les délais, mais aussi le bénéfice de la livraison et des garanties. Cette bascule totale évite les zones grises et protège les parties. Retenez la formule, on sort un acquéreur, on en fait entrer un autre, mais le contrat, lui, reste le même. Passons à la mécanique financière. Car c'est souvent là que les questions affluent. Dans une cession de VFA, il y a deux flux. D'abord, il s'agit de rembourser au cédant les sommes qu'il a déjà versées au promoteur, qu'il s'agisse des acomptes, des appels de fonds, le cas échéant, des frais annexes. Ensuite, la valeur de marché du contrat. Positive ou négative. Selon l'évolution des prix entre la signature et la cession. Si le marché a augmenté, le contrat prend de la valeur. Et le cédant peut réaliser une plus-value. A l'inverse, si le marché a baissé, la cession peut se conclure avec une moins-value, afin de sortir proprement du projet. Tout cela est acté dans l'acte de cession. En transparence. Pour que chacun sache exactement ce qu'il paie et ce qu'il reçoit. Restons sur l'argent encore un instant. Côté frais. Les frais d'acte dus au notaire existent bien sûr. Ils sont généralement supportés par le cessionnaire. C'est-à-dire le nouvel acheteur. Et calculés sur la base économique de la cession, remboursement des sommes déjà payées. Plus ou moins la valorisation du contrat. Rien d'opaque, ni de surprenant. Tout est chiffré, détaillé et justifié. Ouvrons maintenant la parenthèse fiscale. Car elle conditionne le bilan global. Pour le cédant, la plus-value éventuelle est en principe imposable selon le régime des plus-values immobilières. Avec les exonérations classiques si la situation s'y prête. Par exemple, résidence principale lorsque les conditions sont réunies. Pour le cessionnaire, la taxe sur la valeur ajoutée reste celle du neuf. Déjà incluse dans le prix du programme. Elle suit les appels de fonds. Quant au droit d'enregistrement, il s'applique uniquement sur la partie de prix excédant ce qui a déjà été réglé au promoteur. Concrètement, si le cédant a versé 150 000 € sur un prix de 300 000 €, et que la cession se fait pour 160 000 €, 150 000 € de remboursement plus de 10 000 € de valorisation. Les droits ne portent que sur ces 10 000 €. C'est logique et lisible. Mettons tout cela en situation. Avec un premier scénario. Un acquéreur a acheté sur plan un T3 à 280 000 €. Le chantier avance bien. Il a payé 40% du prix. Soit 112 000 €. Entre-temps, le marché local s'est tendu. Les prix ont un peu grimpé. Il souhaite céder son contrat. La cession s'organise ainsi, le cessionnaire lui rembourse les 112 000 € déjà payés. Et lui verse 18 000 € de valorisation. De son côté, le cessionnaire reprend les appels de fonds à venir auprès du promoteur.
et s'engage à respecter les délais du contrat. Un ensemble simple, clair et équilibré. Deuxième scénario, à l'inverse. Un marché baissier. Avec un contexte tendu. Un acquéreur a déjà versé 200 000 € sur un contrat de 300 000. Il souhaite se désengager. La meilleure offre reçue atteint 190 000 €, 200 000 remboursés. Moins 10 000 de décote. L'acquéreur encaisse donc une moins-value. Certes, mais il se libère d'un engagement devenu trop lourd. Dans ces conditions, l'opération reste possible, régulière, et souvent préférable à un abandon conflictuel. Troisième scénario, en famille. Un investisseur cède son contrat à un proche. Même rigueur, même règle. Acte notarié, information et accord du promoteur, substitution intégrale des obligations. La proximité familiale ne dispense ni de la forme, ni du fond. C'est précisément cette rigueur qui évite les litiges de lendemain. Parlons maintenant du rôle des intervenants. Point par point. Car leur coordination fait la réussite de l'opération. Dans ce dispositif, le notaire joue le rôle de chef d'orchestre, il vérifie la cessibilité prévue au contrat. Rédige l'acte. Calcule les montants. Sécurise la chronologie des fonds. Et notifie la cession au promoteur. De son côté, le promoteur contrôle la solvabilité du cessionnaire. Met à jour ses tableaux d'appel de fonds. Et donne son accord dans des délais raisonnables. La banque, enfin, a un double rôle, désengager proprement le prêt du cédant si financement il y avait. Et engager le financement du cessionnaire sur les appels futurs. Quand cette triangulation fonctionne, la cession devient fluide. Et sans heurts. Bien sûr, il y a des lignes rouges. Première vigilance, le contrat initial peut prévoir des clauses encadrant les cessions. Par exemple une interdiction pendant un certain délai. Ou une information renforcée du promoteur. Ces clauses ne sont pas là pour la forme. Elles s'appliquent et doivent être respectées. Deuxième vigilance, pas de cession partielle. On ne sélectionne pas les obligations. On transmet tout. Troisième vigilance, la chronologie des paiements. Le cessionnaire ne paie pas au hasard. Il règle ce qui est dû au cédant d'un côté. Et reprend le flux légal des appels de fonds de l'autre. Selon l'échelonnement VEFA. La cohérence financière doit être impeccable. Que dit la jurisprudence? Sans entrer dans les détails techniques. 3 messages forts. D'abord, la cession doit être notariée. C'est une condition de validité. Ensuite, la substitution emporte toutes les obligations du contrat initial, clause pénale. Délai. Pénalités éventuelles. Rien ne s'évapore. Enfin, le promoteur ne peut pas refuser la cession sans motif légitime. Un refus arbitraire peut engager sa responsabilité. Autrement dit, la loi protège le sérieux de l'opération. Dans les deux sens. Prenons un instant pour évoquer les risques. Et la manière de les limiter. En cas de clause restrictive, il faut anticiper. Lire attentivement. Et faire valider le contenu du contrat. Sur le plan fiscal, il convient d'estimer la plus-value éventuelle. De vérifier les exonérations. Et d'éviter les mauvaises surprises. Avant toute cession, la question bancaire doit être anticipée, obtenir l'accord de principe de la banque du cessionnaire avant la signature. Et prévoir la désolidarisation du cédant. S'agissant du calendrier, il faut harmoniser les dates, la signature de cession, les appels de fonds et la livraison prévisionnelle. La meilleure assurance, ici, reste la préparation. Revenons à la pratique. Comment conduire proprement une cession de VEFA? On suit une feuille de route simple. D'abord, on confirme la cessibilité contractuelle et on alerte le promoteur. Ensuite, on cadre le prix de cession, remboursement des sommes versées. Plus ou moins la valorisation. Avec un écrit clair accepté des deux parties. Puis, on fait établir par le notaire un projet d'acte reprenant les chiffres, les modalités et la substitution intégrale. En parallèle, on verrouille la partie bancaire, désengagement du cédant, engagement du cessionnaire. Enfin, vient le moment de signer, de notifier et de mettre à jour le dossier auprès du promoteur. Résultat, une transmission claire, complète et sans ambiguïté. À ce stade, vous vous demandez peut-être: est-ce toujours une bonne idée de céder? La réponse est nuancée. Si l'objectif est de réduire un risque financier devenu trop lourd, ou de capter une plus-value justifiée par le marché, la cession est un outil utile. En revanche, lorsque l'idée devient purement spéculative, attention, les délais,
les frais, la fiscalité et les clauses des promoteurs limitent fortement l'intérêt d'une rotation trop rapide. Moralité, la cession est un levier d'ajustement, pas un outil de spéculation. Récapitulons l'essentiel, la cession d'un contrat de VFA consiste à transmettre sa place dans le contrat. Avant la livraison. Elle est possible et utile. Mais reste une opération formelle, acte notarié, accord du promoteur, et transfert intégral des droits et obligations. Cette opération s'accompagne d'un double volet financier, remboursement des sommes déjà versées, et valorisation du contrat et d'un traitement fiscal à anticiper. Bien menée. Elle sécurise tout le monde, le cédant qui sort proprement, le cessionnaire qui entre en terrain balisé, le promoteur qui conserve la lisibilité de ses flux. Avant de se quitter, découvrons ensemble la suite. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un jalon que vous connaissez déjà, mais qu'il faut encore affiner, l'achèvement en VFA. Ses critères concrets, ses justificatifs, et ses effets directs sur la réception. Nous verrons comment caler ce moment, pour éviter les litiges, et fluidifier la livraison. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la série. Et retrouvez en description nos supports pédagogiques, ainsi que l'accès à la formation complète. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves, partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.